Bienvenue dans les talks du capitalisme responsable. Je m'appelle Stéphane Marchand. Je suis le délégué général de l'Institut. Chaque mois, avec Caroline Delamarnière, nous vous proposons d'échanger pendant 60 minutes avec un acteur du capitalisme pour mieux cerner ce qu'est la responsabilité, les formes qu'elle prend, les difficultés qu'elle rencontre, ce qu'il reste à inventer. L'Institut en est intimement convaincu. Il est essentiel de faire savoir au plus grand nombre à quel point l'entreprise et les investisseurs peuvent changer le monde par leur comportement. Le capitalisme qui sait où il va, guidé par la responsabilité, est une force invincible. Nos intervenants seront des dirigeants opérationnels, des financiers, des experts, des membres d'ONG. À chaque fois, nous aborderons la responsabilité sous un angle particulier. Comment la formuler? Comment la mesurer? Comment la récompenser? Est-elle rentable? Les échanges seront libres. Vous pourrez à tout instant partagez vos remarques et posez vos questions sur le chat. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question. Le capitalisme peut-il être responsable? Et nous avons la chance d'accueillir Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Nous l'avons choisie parce que Oxfam suit de très près les stratégies d'entreprise sous l'angle de la responsabilité sociale et environnementale et se montre souvent sévère dans ses jugements. Je laisse Caroline Delamarnière vous la présenter. Merci Stéphane et bonjour à toutes et à tous, bonjour à Cécile. Donc en deux mots, moi j'ai envie de dire que ce qui nous a frappé chez vous Cécile, c'est votre engagement très jeune lorsque vous étiez étudiante en faveur des personnes incarcérées qui déjà démontraient une volonté, un engagement très important d'être en prise directe avec on va dire, les personnes de la société et aussi des personnes qui sont en difficulté. Donc, c'est un engagement qui est venu très tôt. Puis, vous êtes engagé au sein d'un parti politique, un parti ELV, donc les Verts. Ensuite, vous êtes devenu ministre de l'égalité des territoires et du logement entre 2012 et 2014. Et puis, en 2017, vous êtes devenu député de la 6e circonscription de Paris, pour vous engager, donc pour quitter la vie politique et vous engager au sein d'Oxfam, donc comme vient de le dire Stéphane, qui a vraiment vocation à lutter contre les inégalités, contre la pauvreté, ceci depuis 10 ans et à l'échelle internationale, en agissant sur les causes profondes. Donc c'est vrai qu'on est particulièrement heureux aujourd'hui de vous recevoir sur une thématique profonde, dense, qui se pose aujourd'hui, qui est de se demander si le capitalisme, notre modèle de capitalisme, peut véritablement être responsable. Donc Stéphane, je te laisse poser la première question. Alors Cécile, puisque nous allons parler aujourd'hui des moyens d'instaurer un capitalisme responsable, à votre avis, comment est-ce qu'il est possible de casser la logique de rentabilité à court terme qui percole dans tout le capitalisme actuel et comment installer dans l'entreprise une approche de moyen terme compatible avec les enjeux de la planète? Dans cette optique, qu'est-ce que vous voyez comme rôle respectif pour l'entreprise, les investisseurs, l'État et la société civile? Bonjour à tous, merci à toutes. Merci d'abord de votre invitation. Je pense que la question du modèle est une question absolument, et du modèle économique est une question absolument centrale dans un moment où deux grandes crises, voire pour l'une, ce n'est pas une crise, c'est la catastrophe climatique et la crise des inégalités se percutent et montrent bien que nous sommes dans un modèle de développement qui est un modèle insoutenable, qui n'arrive pas à se réguler. Donc la question est fondamentalement celle de la régulation et pour une entreprise, quel est son but? Est-ce qu'elle est faite uniquement pour faire des profits, pour enrichir ses actionnaires en dosant quelques petits objectifs verts ou sociétaux, ou est-ce que vraiment elle doit prendre toute sa part de la transformation économique et sociale de notre société pour aboutir à un modèle que nous appelons le modèle du donut. Je vous invite à aller regarder sur le site oxfamfrance.org, c'est-à-dire d'un modèle de développement qui se tient entre un plancher social et un plafond environnemental dans cet espace qui est sécure et qui permet un développement dans la durée. Donc pour nous, un des éléments absolument nécessaires, c'est de s'attaquer aux raisons sous-jacentes d'un vrai court-termisme économique
notamment au sein des grandes entreprises, en particulier au sein des grandes entreprises cotées. On sait quel est le poids déterminant des plus grandes entreprises sur les émissions de gaz à effet de serre, et on sait très bien que le système tel qu'il s'est conçu a abouti à une priorisation de l'intérêt de gros actionnaires au détriment parfois, voire souvent, d'une gestion plus durable de l'entreprise, notamment par un alignement de la rémunération des PDG avec celle des actionnaires. 67% aujourd'hui de la rémunération des PDG est basée sur des intérêts de court terme, puisque la part variable est très, très fortement impactée par ces résultats financiers de court terme. 1 euro sur 4 de la rémunération des PDG des entreprises cotées est liée directement à la satisfaction des actionnaires. Et sauf que cette question, qui va avec la surreprésentation des représentants d'actionnaires au sein des organes de décision, puisque les salariés représentent à peine 10% des membres du CA en France. Il faut savoir que dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus, et c'est 33% en moyenne, donc on est très en retard. Ça aboutit à des décisions qui sont souvent des décisions de court terme. Donc il nous semble absolument qu'il faut lever cette pression pour permettre notamment d'investir dans la transition écologique. Pourquoi nous pensons que c'est possible? Parce qu'une étude d'Oxfam publiée l'an dernier a montré que si l'on avait plafonné à 30% des bénéfices la distribution des dividendes, les 70% qui restent auraient pu financer 98% des besoins pour la transition énergétique et écologique de ces entreprises, puisque certaines d'entre elles vont devoir changer à minima leur process de fabrication, pour certaines même leur type de production, voire leur activité. Et c'est dans l'intérêt de tous, en fait. Il faut bien comprendre que vous avez dit qu'on peut être assez critique. En fait, on n'est pas critique ni sévère, on essaye d'être à la hauteur de l'enjeu. Et l'enjeu, alors je parle aujourd'hui le 24 juin, alors que le pré-rapport aux décideurs du GIEC a fuité hier via l'AFP, on sait très bien qu'on va au-devant de conséquences qui sont des conséquences absolument dévastatrices pour l'économie, bien sûr, mais pour l'humanité. Et que donc, c'est de la responsabilité de tous, et en particulier des entreprises. Et donc, il faut absolument engager les entreprises dans ce nouveau modèle. Et pour ça, il faut se dire que c'est illusoire d'imaginer qu'il y a une convergence des intérêts entre les intérêts de court terme d'un certain nombre d'actionnaires qui sont basés exclusivement sur des éléments de nature financière et des intérêts de moyen long terme qui sont celles d'une transformation de ces entreprises vers un modèle beaucoup plus juste et beaucoup plus durable qui implique pour certaines beaucoup d'investissements. C'est pour ça que nous pensons qu'il doit y avoir une régulation. Alors que cette régulation, elle peut avoir lieu de plusieurs natures. Elle peut se faire de manière publique, évidemment. Il doit y avoir cet encadrement, on le voit bien avec les banques, mais on peut avoir aussi une mobilisation des entreprises à adopter ce nouveau modèle. Il y a maintenant des collectifs d'entreprises, c'est le cas du mouvement Impact France, qui se dotent de critères, de ratios, d'un référentiel qui les engage dans cette transformation. Et donc, c'est vraiment ce à quoi nous sommes attentifs, c'est à ce que les moyens soient mis et pas seulement des objectifs affichés sur le papier pour aller dans cette direction. Moi, j'ai envie de rebondir, Cécile, sur vos propos, parce qu'on est en France, enfin en Europe et en France, probablement le pays au monde le plus régulé sur, en particulier, les sujets d'environnement, entre les sujets également de sous-traitance avec le devoir de vigilance, d'environnement dans le cadre de la DPEF, de la TCFD, maintenant de la taxonomie verte. On est ultra régulé, en particulier les grandes entreprises. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, je dirais, en adoptant un processus un peu inflationniste en fait, de la régulation, on ne va pas étouffer les entreprises? Est-ce qu'on ne va pas les empêcher ou en fait tout simplement créer des situations où elles se tirent une balle dans le pied en matière de compétitivité et qu'on favorise de facto des entreprises qui seraient moins régulées, peut-être moins regardantes sur leurs engagements? Autrement dit, est-ce que ce processus de régulation très poussé ne va pas finalement laisser la porte ouverte à des entreprises, encore une fois, moins régulées et peut-être moins regardantes ou moins soucieuses de nos enjeux planétaires, puisque maintenant tout se joue à l'échelle planétaire?
Alors, d'abord, deux choses. La première chose, c'est de le dire, on est le plus régulé, on est le plus imposé, tout ça mérite sérieusement discussion. La France est aujourd'hui le pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers en Europe et en 2020, malgré la crise, malgré tout ça, et avec un argumentaire qui est que justement, sur beaucoup de sujets, la France, on le voit dans la manière dont on vend la France auprès des investisseurs, n'est pas du tout le pays aussi régulé que ce qu'on imagine. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà de ce discours. Et ensuite, la question, c'est sur quelle régulation et quel est ce but. D'une certaine manière, la régulation, c'est un peu en dernier recours. Si les entreprises avaient décider par elles-mêmes et de façon volontaire de s'aligner sur l'accord de Paris, il n'y aurait pas besoin de se lancer dans des éco-conditionnalités. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'aides, beaucoup de financements publics qui ne sont pas corrélés avec l'adoption de mesures effectives de transformation écologique de l'activité des entreprises. Et ça, c'est quand même absolument essentiel de comprendre ça. La question n'est pas aussi… Alors, l'autre point, c'est de dire, oui, mais à ce moment-là, la concurrence et les autres. À ce compte-là, on fait travailler les enfants. À ce compte-là, il n'y a aucun progrès social et il n'y a aucun progrès écologique. Par ailleurs, je le dis, les entreprises carbo-intensives et qui prennent peu de cas des questions écologiques seront condamnées à, pas évidemment ultra brève échéance, mais 2030-2040, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, la situation pour certaines d'entre elles deviendra très difficile. Mais plus globalement, la situation deviendra très difficile pour l'ensemble de l'humanité. Donc, la question est pour moi moins celle de la concurrence immédiate ou du risque immédiat que celle d'un risque certain documenté par les scientifiques à une échéance qui est une échéance rapide. Donc, c'est celle de la nécessité, pas de l'opportunité, de la nécessité. Et donc de dire qu'il faut que les entreprises soient alignées avec l'accord de Paris et que cet alignement ne doit pas être simplement dans des plans, mais bien vérifiable, redevable, avec des étapes qu'on puisse valider, ça me semble une évidence. Ensuite, est-ce que l'exemplarité paye? Parfois, oui. On peut quand même constater que, notamment dans le secteur bancaire, quelques banques ont pris un coup d'avance et je pense qu'elles auront des avantages de différentes natures. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que là où la régulation doit être très vive, c'est à l'égard de ceux qui aujourd'hui profitent des failles du système, failles qui sont organisées. Je pense aux paradis fiscaux, je pense à des modèles d'organisation des entreprises qui échappent pas seulement à l'impôt, mais à certaines obligations sociales, parce que cette question écologique, mais aussi la question des inégalités sont potentiellement des bombes et des risques. Ce n'est pas Oxfam ni les ONG qui le disent, mais le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, de fracturation de nos sociétés à brève échéance. Donc, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est de voir que cette application de la régulation et des horizons peuvent être vérifiés pas seulement par des fonctionnaires qui donneront des coups de tampon, mais par un changement de la gouvernance. On imagine bien que s'il y a davantage de salariés qui sont représentés dans les organes de direction, cette intégration d'une logique de long terme sera bien sûr beaucoup plus développée. Donc, la régulation peut provenir des entreprises elles-mêmes. Et la régulation publique, elle n'est qu'en fin de course parce qu'on constate que malgré tous les engagements, les belles paroles et les discours, on n'est pas du tout dans un alignement des plans d'adaptation aux accords de Paris qui sont à la hauteur de l'enjeu. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'un des sujets également majeurs sur le court et long terme, parce que c'est un point très important, n'est pas également considérablement lié à la structure capitalistique des entreprises et que quand, au fond, une entreprise a un noyau familial ou un noyau d'actionnaires stables, finalement, elle est beaucoup plus en capacité de mettre en place une stratégie de moyen-long terme et en particulier sur les enjeux dont on parle, que ce soit au niveau social, sociétal ou environnemental, plutôt que sur effectivement des mécanismes boursiers quand le capital est majoritairement ou très largement majoritairement flottant et qui effectivement conduit l'entreprise, en tout cas confronte l'entreprise à des injonctions paradoxales et qui effectivement peut l'obliger à faire des choix de survie qui n'iraient pas forcément dans le sens des enjeux que vous évoquez. Oui, et puis quelques derniers événements, notamment ce qui s'est passé avec Danone, même si les choses sont plus compliquées, montrent que ces questions-là sont des questions qui sont complexes et qu'effectivement la structure de l'actionnariat est très liée à la capacité de prendre en compte ou pas le long terme. C'est pour ça que cette régulation, finalement,
dans un certain nombre de domaines et l'intérêt des entreprises. Je parlais de la limitation et du plafonnement de la distribution des dividendes. Ça permet aussi de dire que cette obligation impersonnelle qui pèse sur les entreprises, elle évite la pression des dirigeants et elle évite ce que nous avons vécu ces dernières années, c'est-à-dire une obligation de distribution de dividendes, même dans des entreprises qui ne dégageaient pas de bénéfices, donc avec un risque durable et un risque rapide sur certaines activités, parce que le niveau et la concurrence mise entre les différentes entreprises sur les capacités de rentabilité des actions conduisait les dirigeants à ce type d'aberration, parce que j'allais dire qu'économiquement, c'est une aberration. Ensuite, le dernier point sur la régulation publique, il faut savoir qu'on ne parle pas n'importe quand. On parle plus d'un an après le début de la pandémie, où tout le secteur privé, d'ailleurs en France et dans tous les pays du monde, n'a attendu qu'une seule chose, c'est que la puissance publique et l'État, les différents pays et l'Europe assurent leur rôle d'assureur en dernier recours, qu'on a de fait nationalisé une partie des salaires avec le chômage partiel, qu'on a débloqué un plan d'aide massif à des entreprises qui sont des entreprises dans le plus pur secteur concurrentiel, quand tout le secteur de la restauration a bénéficié de fait d'un chiffre d'affaires minimal garanti par mois, même en étant fermé. On ne peut pas dire qu'il y avait trop de normes à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui permet cette solidarité, c'est justement la mutualisation du risque sur l'ensemble de la société. Mais à ce moment-là, la société et la puissance publique sont légitimes pour demander des comptes et une transformation du système aux entreprises qui ont bénéficié de cette solidarité. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a souvent un discours qui est vraiment à sens unique. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut pouvoir faire des opérations d'optimisation fiscale et calculer des prix de transfert très habiles et faire en sorte que tous les réassureurs du monde sont basés, je ne sais plus si c'est à la Barbade ou aux îles Turques et Caïcos, qui n'est pas connu pour son école d'actuariat, mais que quand il y aura une multiplication de catastrophes de nature climatique et que les assureurs, voire leurs réassureurs seront en difficulté, on saura très bien trouver la porte de la puissance publique. Donc vraiment, il y a quelque chose là maintenant de réflexion sincère et honnête sur le modèle qui est le nôtre aujourd'hui. Stéphane, peut-être ? On a une question sur le chat, mais juste avant, j'aimerais vous entendre sur un point qui nous préoccupe beaucoup à l'Institut. Vous avez tout à l'heure déconseillé de raisonner en termes d'arbitrage, puisque vous avez dit on n'est pas face à des questions d'opportunité, on est face à une nécessité. Et donc, par conséquent, il faut agir à la hauteur de cet enjeu. Mais quand même, quand vous évoquez, par exemple, à juste titre d'ailleurs, que certaines entreprises vont probablement être obligées de changer complètement de nature d'activité, dans le pétrole, dans l'automobile, dans l'aérien, sans doute, vous pensez sans doute à ces secteurs-là, les enjeux sociaux sont absolument colossaux, surtout pour l'automobile. Alors, où est-ce qu'on met le curseur ? Parce que il y a forcément là un arbitrage à faire. Vous avez la question sociale est une question d'ultra court terme, la question climatique est une question de long terme, vous l'avez dit tout à l'heure. De moins en moins long terme. On voit chaque jour les conséquences bien immédiates de la chose. Comment faut-il faire ? Comment arbitrer ? Comment raisonner d'abord, finalement ? Alors, comment raisonner ? Puis je vais faire le lien avec les questions qui sont apparues dans le chat, notamment sur le fait que les salariés sont plus sensibles que les dirigeants et les actionnaires au risque climatique. Je pense que oui. Ils sont plus sensibles, en fait, à la durabilité de leur emploi. Et aujourd'hui, quand on travaille dans une entreprise du secteur pétrolier ou plus largement fossile, on sait bien que la menace est réelle. Mais je pense que tout le monde n'a pas bien quand même pris conscience d'à quel point le risque climatique n'est pas un risque à moyen, long terme. Le risque social, on le sait le mesurer, en tout cas, on sait le sentir et on sait aussi, on peut y répondre plus facilement, notamment par la redistribution. Le risque climatique, une fois que la machine est lancée, et c'est le cas, on ne sait pas où on va. Et je vais vous dire, même pour une écologiste de longue date comme moi, on se rend compte que, je ne sais pas si vous avez vu l'effondrement de 2 immeubles à Bordeaux, qu'en fait, le dérèglement climatique, ça n'est pas seulement le réchauffement moyen de la température, c'est une sorte de re-réglage du système climatique planétaire avec des événements météo très intenses et très brutaux. Donc, des sécheresses beaucoup plus longues, beaucoup plus intenses, mais aussi des événements de pluviométrie très importants. Et effectivement, ce que personne n'avait bien conçu, c'est que des orages de nature tropicale, avec des intensités de pluie en quelques minutes, en fait,
nos constructions ne sont pas prévues pour, nos réseaux d'évacuation de pluie ne sont pas prévus pour. On peut gérer la pluie et la pluie intense sur une journée, pas sur quelques minutes, et ce, 3 jours d'affilée, par exemple. Et donc, ça peut attaquer y compris la structure de nos bâtiments qui ne sont pas prévus pour tremper, pour avoir les pieds, entre guillemets, ou les fondations dans l'eau de façon aussi brutale. Donc, en fait, il va y avoir des impacts considérables. Et donc, soit on s'organise, soit, y compris les entreprises les plus classiques, pourront être menacées. Donc, oui, je suis convaincue que, pas seulement les salariés, mais les citoyens ont une maturation plus rapide sur ces questions que ce que ne croient les dirigeants. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les critères que l'on peut mettre en place et l'évolution des activités, c'est finalement aider les entreprises. Après, si on réfléchit à long terme, on vit aussi une période où, par une pression, pour le coup, qui était d'une norme, pas une norme étatique, mais une norme des analystes financiers, on a poussé les entreprises à aller vers une seule activité. Une entreprise comme Air France, ce n'était pas une entreprise qui faisait que des avions. Air France, elle avait une chaîne d'hôtels, elle avait une activité beaucoup plus variée et on a dit core business. Et du coup, évidemment, quand vous avez une seule activité qui est très exposée, alors là, en l'occurrence, c'était un autre risque que le risque climatique dans l'immédiat, eh bien, on est plus fragile. Mais Nokia, avant de faire des téléphones, ils faisaient des bottes en caoutchouc. Shell, c'était une compagnie qui s'occupait de coquillages. Et American Express, avant de faire de la monnaie dématérialisée, c'était une entreprise de diligence qui s'est évoluée en transport de fonds. Donc, les entreprises et les salariés eux-mêmes ont la capacité de faire évoluer leur structure. Mais encore faut-il que l'inclinaison qui soit donnée soit forte. Alors, elle peut être une décision des actionnaires, elle peut être une décision aidée par les salariés, elle peut aussi être une décision encadrée par des éco-conditionnalités dans l'accès aux aides, ce qui est une forme de norme. Donc là, il ne s'agit pas d'une norme au sens de législation ou de réglementation, mais de dire, bah voilà, toutes les aides auxquelles vous faites appel ou les défiscalisations ne seront plus accessibles que si vous êtes sur un scénario sous les 2 degrés. Ça, c'est quand même un peu ce qui se met en place de plus en plus. Par exemple, vous faisiez référence effectivement à toutes les allocations qui ont été versées aux entreprises sous différentes formes, fonds de solidarité, chômage partiel, etc. Mais c'est vrai que la contrepartie que l'on a pu constater l'an dernier, c'est qu'il y a eu un renoncement d'un très grand nombre d'entreprises aux dividendes, à une partie de la rémunération, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui finalement s'est à peu près mis en place je dirais de façon peut-être ponctuelle, mais qui a commencé à s'égrener et à se mettre en place. Alors, dans les questions des chats, c'est intéressant parce qu'on a une question qui dit finalement, il n'y a pas que les grandes entreprises qui n'ont pas emboîté le pas, en fait, jusqu'au scénario de degré. Il y a toute la chaîne d'approvisionnement, toute la chaîne de valeur. Est-ce qu'une solution ne consisterait pas également à réguler davantage des entreprises qui ont un peu l'intention ou la volonté dans le rapport de l'EFRAG qui revisite la DPEF, qui vise à finalement intégrer un nombre d'entreprises beaucoup plus large, puisque ce sera les plus de 250 salariés. Qu'est-ce que vous pensez de cette direction ? Alors, je pense effectivement que c'est l'ensemble de l'activité qui doit évoluer, de l'activité des très grandes entreprises, des moyennes entreprises, des PME, de l'activité agricole, de nos modes de transport. Pour vous donner un chiffre pour qu'il soit bien en tête de tout le monde, quand on dit aux individus qu'il faut qu'ils soient responsables, que les consommateurs doivent être citoyens, etc., même si tout le monde était exemplaire dans ses consommations, dans ses moyens de transport, on atteindrait 25% des objectifs de l'accord de Paris. Ce sont des chiffres carbone 4. Les 3/4 dépendent de politiques publiques et de politiques d'ampleur. Donc, évidemment, cette obligation de se mettre et de se placer dans ce scénario-là, c'est une nécessité pour tout le monde. Est-ce que des critères qui relèvent du secteur issu de l'ESS ou des entreprises qui ont adhéré à Impact France sont pertinentes? Oui, je crois que oui. En fait, je pense aussi que les entreprises peuvent elles-mêmes se décider pour elles-mêmes de ce scénario-là. Je ne crois pas forcément qu'il y ait de nécessité à ce que ce soit le fait de régulation publique. Mais je constate que quand les banques françaises, dont certaines sont parmi les plus grandes banques du monde, se sont engagées lors du sommet de la finance verte il y a 3 ans avec Bruno Le Maire, elles se sont engagées, mais rien n'a bougé pour une grande partie d'entre elles. Donc, parfois, cette contrainte extérieure, elle est nécessaire aussi peut-être pour résister face à la pression actionnariale. C'est-à-dire que il faut respecter un certain nombre de ces objectifs.
Je pense qu'une participation plus large des salariés aux organes de décision, je l'ai dit, hein, en France, on est le pourcentage le plus faible et on est aussi un peu sur des dirigeants au sein des conseils d'administration qui sont mutuellement dans des conseils d'administration et donc avec une endogamie, on va dire, des administrateurs. Ça change les choses. Ça change les choses sur les critères sociaux au sein de l'entreprise parce que parallèlement à cette vision extrêmement court-termiste, ce que nous avons constaté, c'est un envol de l'écart entre la rémunération moyenne dans les entreprises et la rémunération des plus hauts dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de pacte non dit entre les actionnaires qui étaient attentifs à une rentabilité à court terme et les dirigeants. Et ces écarts de rémunération contribuent eux aussi à miner le corps social. Donc c'est la combinaison de ces deux dimensions qui me semble absolument nécessaire. Si on regarde quand même les ratios d'équité en France, on est quand même parmi les plus bas au monde. Ça ne veut pas dire qu'on est exemplaire, mais par exemple, comparé, on est à 70 en moyenne. C'est vrai que si on les compare aux États-Unis, on est sur des écarts de 350, c'est complètement délirant. Bon, ce n'est pas non plus les mêmes modèles, mais c'est vrai que c'est de toute façon jamais parfait, mais on a quand même un vrai chemin qui a été conduit. Puis c'est vrai aussi que on arrive à un équilibre avec la compétition mondiale qui n'est peut-être pas idéale, mais enfin, qui n'est pas non plus, je dirais, épouvantable. En revanche, la question est posée, c'est de se dire, les salariés au conseil d'administration, oui, mais est-ce que vous êtes, vous, favorable à la montée en puissance des salariés dans le capital de l'entreprise, puisque les capitaux infléchissent quand même considérablement la trajectoire d'une entreprise? Alors, la question de la composition du capital, elle est intéressante et pas, je sais bien, hein, pour avoir des discussions, notamment avec des asset managers, à quel point cette question-là est centrale de qui sont les investisseurs et à quelle logique ils répondent. J'ai vu aussi dans le chat passer le fait que les investisseurs sont de plus sensibles à cette question. Bah, ils ont raison, parce que quand on voit l'exposition des actifs carbo-intensifs, y compris pour des raisons financières, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé récemment avec Exxon, hein. Il y a eu des actionnaires, des investisseurs activistes qui ont dit, en fait, votre incapacité à vous engager dans la transition va fragiliser notre propre investissement. Je peux vous le dire avec une certitude, oui, parce que autant, et c'est pour ça aussi, je pense que les entreprises ont intérêt à se lancer dans cette évolution sans attendre l'encadrement, parce que je suis absolument certaine que nous sommes au devant, en tout cas, c'est pas une conviction, c'est pas une foi, c'est simplement la lecture des travaux des scientifiques, que ces événements climatiques intenses et leur proximité de plus en plus forte risquent de conduire à des décisions extrêmement radicales, extrêmement brutales, et toutes les entreprises qui n'auront pas anticipé, donc elles auront reculé, y compris par une activité de lobbying pour empêcher un certain nombre de décisions d'être prises, et puis elles se retrouveront face à un mur, qui sera un mur physique. Donc je pense que cette obligation-là, elle est absolument nécessaire, et que donc il y a évidemment un des éléments utiles qui est d'un reporting extra-financier qui change, parce qu'aujourd'hui, en fait, ça semble naturel à tout le monde que le reporting financier soit extrêmement détaillé, fouillé, fourni, qu'on ait des reportings trimestriels, mais que les critères extra-financiers soient mis de côté, alors qu'ils vont devenir absolument centraux dans même la pérennité de l'activité de ces entreprises. Mais si ce reporting extra-financier ne s'accompagne pas d'un scénario contraignant sur le fait que ce reporting s'améliore, que ce soit dans les modalités de rémunération des dirigeants, mais aussi dans certaines contraintes, enfin, je veux dire, on sait très bien, on a fait après la crise de 2008 des directives et des normes prudentielles sur les banques qui disent on ne peut pas exposer des banques, le risque étant, certains disent, systémique, et donc il y a des règles prudentielles issues de Bâle III très très fermes. C'est fou de penser qu'on a réussi à imposer des règles internationales très fermes sur un risque prudentiel et qu'on n'y arrive pas sur un risque qui est vital sur l'avenir de l'humanité, qui est les questions climatiques. Mais c'est le modèle. C'est-à-dire que ces règles-là, elles s'imposent à tous et on dit, en fait, c'est pas seulement qu'on est pour ou qu'on est contre, c'est qu'on n'a pas le choix. Et en fait, on n'a pas le choix. Si on va au-delà des 2 degrés, le système économique actuel, de toute façon, il sera cul par-dessus tête et certaines des plus grandes entreprises, des plus stables, disparaîtront, s'évanouiront. Donc, comme je ne suis pas du tout une cavalière de l'apocalypse et que je pense qu'il faut que nous évitions ce scénario, qui est aujourd'hui parfaitement documenté, il faut se donner les moyens de mettre en œuvre des mesures radicales, au sens qui s'attaque à la racine du problème étant les émissions de gaz à effet de serre, et donc de faire diminuer de manière la plus drastique possible et la plus rapide possible ces émissions de gaz à effet de serre.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que finalement, ce sujet-là a été au cœur de la saison des assemblées générales cette année, que ce soit du côté des investisseurs, que ce soit du côté des entreprises, avec 3 résolutions qui ont été très, très bien votées d'ailleurs sur le Climate. On sent qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau des entreprises sur l'urgence de traiter ce sujet-là. Alors aussi parce qu'il se mesure, alors qu'on voit que dans d'autres domaines écologiques comme la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne maîtrise pas la métrique et qu'on n'a pas de data pour évaluer tout ça et que pour les investisseurs, de ce fait, c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer les entreprises. Vous, quel serait le conseil que vous adresseriez aux entreprises, aux dirigeants d'entreprises, pour, je dirais, accélérer la marche? On l'a vu donc par le fait peut-être de proposer plus de salariés au sein du conseil d'administration. Mais au-delà de cette proposition, quel serait, vous, je dirais, le levier que vous considéreriez comme le plus efficace pour accélérer effectivement le pas par rapport à une urgence qui se fait de plus en plus pressante? Alors, j'allais dire que tout est nécessaire. En fait, il faut à la fois une régulation publique assez forte. Donc, je vois qu'on peut dire que les investisseurs devraient exiger un stress test. On pourrait même imaginer un stress test général, c'est-à-dire de dire, bah voilà, vous devez rendre public la réalité de l'exposition et de la contribution de votre activité au dérèglement climatique et les mesures que vous avez décidé de le prendre. Donc, on est vraiment dans une situation d'urgence, en fait, d'urgence économique et d'urgence climatique. Et je crois qu'il y a encore un peu de déni. Alors, vous avez raison, c'était à l'ordre du jour des assemblées générales, mais je pense que tout le monde n'a pas mesuré l'ampleur de la gravité. Alors, les choses, pour moi, de façon bizarre ou, j'allais dire presque étonnante, la situation de la pandémie a fait changer les réflexions de 3 ordres. La première, c'est qu'elle a montré de façon très rapide à quel point un événement planétaire pouvait tous nous toucher individuellement. Chacun était potentiellement menacé dans sa propre vie par le virus et qu'il ne pouvait pas s'abstraire du risque d'aucune manière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième petite trappe qui s'est ouverte dans les cerveaux, c'est la capacité à remettre en cause des choses qui semblaient absolument immuables. Je ne parle pas des 3%, de tout un tas de choses, mais enfin, on a renversé en quelques jours des réalités. Et la troisième chose, c'est ce que je crois d'ailleurs être une des qualités de l'être humain, c'est notre très grande adaptabilité et notre capacité à prendre des virages extrêmement rapides. On a cloué au sol tous les avions dans le monde en quelques jours. On a mis en télétravail en Île-de-France 5 millions de personnes en 48 heures. Enfin, on a fait des choses qu'on s'imaginait pas vraiment capable de faire. Le trafic ferroviaire a diminué de 90%. Et pourtant, alors on est toujours là. On est toujours là, on est toujours vivant. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, enfin des millions de morts à l'échelle de la planète, mais notre humanité a réussi à s'adapter. Donc, elle doit maintenant le faire de façon volontaire et sans attendre la contrainte très forte. Et enfin, ça a aussi montré, et alors je le dis récemment au sujet de la question du vaccin, c'est que quand même la moralité du capitalisme, la responsabilité du capitalisme, elle est singulièrement à questionner. Oxfam est engagé au niveau international, pas seulement Oxfam France, sur la levée des brevets sur les vaccins, parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, au rythme auquel va la vaccination, et c'est formidable que nous ayons découvert un vaccin si rapidement. Je rappelle qu'il y a eu 100 milliards de dollars d'argent public qui ont été versés aux différents laboratoires pour les traitements contre le Covid et l'investissement dans le vaccin. Mais on est aujourd'hui à un rythme où tous les pays du G7 seront vaccinés d'ici la fin de l'année, si tant est que la population accepte d'être vaccinée, mais nous avons les doses. Et en revanche, au rythme actuel, il faudrait 60 ans pour le reste de la planète. C'est absurde, le directeur de l'OMS l'a dit, c'est absurde parce que si nous laissons une grande partie de la planète non vaccinée, un variant qui sera sans doute résistant à l'actuel vaccin, et c'est ce qu'on est en train de constater par exemple en Israël, au moment où je vous parle, va émerger et il rendra inopérante la vaccination qu'on a constituée. Donc on devrait se dire, alors on mobilise toutes les doses disponibles, on lève les brevets, on fabrique le plus possible, et voilà. Sauf que, une partie des laboratoires pharmaceutiques font aujourd'hui l'analyse cynique qu'il vaut mieux laisser naître un variant, redévelopper un vaccin adapté à ce variant pour revacciner de nouveau les populations solvables en laissant les populations non solvables mourir. Et ça, pardon de vous le dire,
mais c'est peut-être la maximisation du profit des actionnaires des laboratoires pharmaceutiques. Cette pandémie a permis à 9 milliardaires du vaccin de naître, mais de mon point de vue d'activiste de la justice sociale, mais aussi, j'allais dire, d'humaine tout court, je considère que ça n'est pas acceptable. Donc, y compris ce qui nous arrive avec cette pandémie, plaide pour un encadrement plus ferme d'un certain nombre de règles du capitalisme qui, par lui-même, n'arrive pas à se réguler. Sa logique ultime étant de maximiser le profit de ses actionnaires, alors il est capable de faire le pari faustien de laisser émerger un nouveau variant à ce virus pour pouvoir financer un nouveau vaccin et gagner encore plus d'argent. Pardon de le dire ici avec un peu de fougue, mais ça, c'est inacceptable. Et donc, à ce titre-là, nous sommes très heureux que la position de la France sur la levée des brevets ait changé et nous n'allons pas relâcher la mobilisation d'ici la réunion de l'OMC, puisque l'Afrique du Sud et l'Inde ont demandé, soutenus par 100 pays, que la règle du waiver, donc la levée temporaire du brevet sur le vaccin Covid, soit effective pour qu'ils puissent produire ces vaccins. Donc, je le dis, cette question de la responsabilité du capitalisme, en fait, c'est la question de la responsabilité de nos sociétés et des moyens que nous nous donnons pour que notre système économique, social, soit responsable. Et force est de constater que dans un certain nombre de cas, le capitalisme lui-même, de par sa construction, n'en est pas capable. Dont acte. Il ne s'agit pas ni de l'accabler, ni d'en faire un débat ésotérique, ni de savoir s'ils font un autre système. Moi, en fait, je suis pour qu'on aille vite. Et donc, pour aller vite, il ne s'agit pas de se lancer dans un débat théorique sur les vertus ou les non-vertus du capitalisme. Il s'agit de dire qu'en tout cas, le capitalisme d'aujourd'hui, tel qu'il fonctionne avec les ressources qui sont les siennes et ses modes de prise de décision, est inadapté avec un scénario qui permet de maintenir un climat stable et durable pour la vie humaine sur Terre. Aussi simplement et brutalement que ça. Cécile, il y a une question qui me vient immédiatement dans le sillage de ce que vous venez de dire, qui est passionnant. Vous dites qu'il faut aller vite finalement. Vous êtes une pragmatique, vous vous présentez comme une pragmatique, vous dites qu'il faut aller vite. Face au Covid ou face au climat, est-ce que le système de la démocratie représentative permet d'aller vite? Si je pose la question, c'est parce que beaucoup de voix se lèvent dans le monde pour dire la démocratie n'est pas efficace. Elle a trop de défauts, trop d'intermédiaires, trop de chambres, trop de je ne sais quoi, et par conséquent, et on montre de manière fallacieuse des États non démocratiques qui, semble-t-il, apparaissent comme étant plus efficaces, plus rapides, plus... Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, j'en pense qu'il ne faut pas confondre les limites de la démocratie avec les limites des dirigeants de ces pays démocratiques. Je pense que nous avons un problème aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs après la Convention citoyenne en France, qui est qu'une partie des dirigeants politiques sont convaincus que les citoyens sont moins prêts que ce qu'ils ne sont au changement. Et vous avez raison, le discours afférent, alors donc on va prendre souvent comme exemple la Chine, c'est de dire ça marchera seulement avec des dirigeants qui ne seront pas démocratiquement désignés. Je ne crois pas du tout à ça, parce que je pense de façon assez, là aussi assez argumentée, que nous sommes des êtres qui avons besoin de contraintes. Je le dis, et pour les gens qui nous regardent, sans doute une grande partie d'entre eux, ou même de leurs amis, sont mariés. Pourquoi il y a besoin d'être marié? Il y a besoin d'être marié parce que nous avons considéré que l'organisation de notre société était quand même plus stable à partir du moment où nous n'avions pas une vie sexuelle extrêmement désordonnée. Donc, on s'est fixé des tonnes de contraintes. La plus belle des contraintes, je trouve, c'est celle de la ceinture de sécurité. C'est une double histoire intéressante d'ailleurs, parce que Volvo, qui a inventé la ceinture de sécurité 3 points, a décidé de ne pas rejeter cette découverte en constatant à quel point elle pouvait sauver des vies. Ce qui veut dire que je ne crois pas a priori que les entreprises soient mauvaises, contrairement aux entreprises pharmaceutiques que j'évoquais. À cette époque, Volvo a dit cette invention-là, elle peut sauver des vies, donc on rend public les dispositifs techniques et on ne brevette pas. Mais en revanche, pour que les humains l'adoptent, la ceinture de sécurité, elle sauve une chose, la vie de celui ou celle qui la porte. Donc, normalement, n'importe qui monte dans une voiture se dit « Génial, j'ai un truc qui peut m'éviter de mourir » et boucle sa ceinture de sécurité. Non seulement il a fallu le rendre obligatoire dans l'installation dans les véhicules, mais il a fallu rendre son port obligatoire sanctionnable d'un retrait de points sur votre permis. C'est quand même fou quand on y réfléchit qu'il faille obliger les humains à porter au risque de sanction quelque chose qui leur sauve la vie. Mais dont acte, les humains et les humaines sont comme ça. Nous avons besoin de ce corps collectif. Et je suis certaine que, notamment en matière de transformation écologique,
y compris en matière de recours. C'est ce que j'appelle la parabole de la dosette. Si vous vendez du lait concentré en dosette plastique pour mettre dans votre café au bureau, c'est pratique. Ça ne présente pas un grand intérêt, c'est toujours du lait, et c'est toujours du lait concentré, mais c'est pratique. Et donc, il ne faut pas que ça existe, en fait, parce que c'est trop pratique. Donc, il faut dire, le plastique jetable, ça n'existe pas, et comme on est adaptable, on s'adaptera. Et on tolérera finalement cette contrainte, mais on a besoin qu'elle existe. Et j'ai 46 ans, et peut-être que c'est une partie de ma vie qui m'a appris ça, qui est que finalement, l'obligation impersonnelle, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une obligation qui pèse sur nous parce qu'elle pèse sur nous, elle est nécessaire à l'être humain comme individu et corps collectif. Et donc, je pense qu'il faut que nous allions dans cette direction et que nous avons tous besoin qu'on nous dise, bah oui, en fait, si vous pouvez prendre un train plutôt que prendre un avion pour faire telle direction, il n'y a pas d'avion. Voilà. C'est pas que c'est plus cher, moins cher. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion, il y a le train. Et on l'accepte pour plein de trucs. On accepte très bien que sur les jouets pour les enfants, il n'y ait pas de peinture toxique parce que les enfants, ils mettent les jouets à la bouche et qu'on ne veut pas intoxiquer les enfants. Et bien, c'est comme ça. Il n'y a pas de peinture toxique, ça évite plein de problèmes. Mais comment on accepte aujourd'hui de produire et de laisser faire un système qui va mettre en péril notre propre vie sur notre propre planète? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, intuitivement, on l'acceptera. Mais je pense que, y compris un certain nombre d'entreprises, ont besoin que ça existe. Et même chose pour le tabac et toutes les drogues, évidemment. Évidemment. Et pourquoi? Parce que l'être humain a le goût pour les conduites à risque. Les conduites à risque, c'est la vitesse en voiture, c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est le sexe, c'est plein de choses. Et donc, ce qu'on sait faire avec les humains, c'est réguler les conduites à risque. C'est pas les empêcher, parce que même quand un produit est totalement illégal, c'est la prohibition aux États-Unis avec l'alcool, eh bien, vous aviez des gens qui buvaient de l'alcool frelaté et qui en mouraient. La France est le pays le plus prohibitionniste sur les drogues, en particulier sur le cannabis. C'est même interdit d'en parler. Il n'y a même pas de campagne d'information ou de lutte contre les risques. C'est interdit d'en parler depuis la loi de 70. Eh bien, nous sommes le pays qui, en Europe et notamment chez les jeunes, consomme le plus de cannabis. Donc, acceptons cette idée que l'humain aime la prise de risque. L'humain, d'ailleurs, vous, là, devant votre écran, moi, en faisant cet exercice, nous ne répondons à aucun besoin fondamental. Ni manger, ni nous nourrir, ni dormir, ni nous reproduire, rien du tout. Nous aimons l'exercice intellectuel et nous aimons créer des problèmes pour lesquels il faut trouver des solutions. C'est comme ça. C'est une des particularités de notre espèce, à la différence des loutres ou des cachalots qui, une fois qu'ils ont réussi à se nourrir et à être à peu près confortables, s'inventent pas l'idée d'inventer des tours Eiffel ou des châteaux ou des bombes atomiques. Bon, bah nous maintenant, on s'est fixé un défi d'humain ultime, c'est qu'on a mis en péril notre propre planète. On est des génies, enfin pas notre planète, parce que notre planète, elle peut vivre sans les humains sans aucun problème. Une autre biodiversité se reconstituera, la planète a vécu avec les dinosaures, sans les dinosaures, tout ira bien. Donc il faut qu'on crée ce système de contraintes et maintenant il faut qu'on le fasse de manière rapide parce que l'enjeu est de plus en plus brûlant au sens presque littéral du terme. C'est passionnant, Cécile, parce que en réalité, ce sur quoi vous mettez l'accent, c'est quelque part une forme d'irresponsabilité, mais pas au sens négatif, intrinsèque tout simplement à l'ADN humain, du comportement humain, qui soit citoyen, qui soit consommateur, parce que finalement le consommateur est responsable quelque part. La trajectoire aussi des entreprises, de toutes les entreprises. L'humain, le citoyen est responsable aussi des décisions politiques. En fait, l'humain a un pouvoir de décision considérable et finalement, comme vous dites, parce qu'il aime les comportements ou les conduites à risque, parce qu'il aime son confort, il y avait une question sur la digitalisation et sur la consommation d'électricité qui va croissante, mais il aime être chauffé, il aime être dans des espaces climatisés quand il fait trop chaud, il aime tout le confort. Il aime tout le confort. Est-ce que dans votre esprit, l'humain va plutôt vers... et en même temps, il est très sensibilisé sur les enjeux, d'où cette contradiction un peu compliquée. Est-ce que vous avez le sentiment que l'humain va pouvoir dorénavant, malgré tout, d'abord être conscient de son pouvoir de responsabilité et plutôt aller dans le sens de la responsabilisation, ou plutôt de se dire, au fond, moi, je ne peux pas me priver de mon iPad, de mon ordinateur, de ma clim, de mon confort, de mes transports, de tout ça, parce que j'y ai pris goût, parce que c'est trop important. Et tout ça peut-être, effectivement, avec une prise de risque sur les générations futures, ou les générations d'ailleurs très, très prochainement futures. Comment est-ce que vous voyez cette contradiction et ce pouvoir de responsabilité, finalement, de l'humain dans toutes ces
dimension, qu'ils soient salariés, citoyens, actionnaires. Alors, d'abord, les choses changent, hein. Et les choses changent avec les générations notamment. Et c'est très intéressant de voir la réflexion de tous les étudiants et en particulier de ceux du manifeste pour un réveil écologique avec une prise de conscience très particulière, avec des difficultés de recrutement chez les plus hauts profils d'un certain nombre de grandes entreprises aussi, hein. C'est un peu tabou, mais c'est une réalité. J'ai lu aussi dans le chat la question de l'augmentation incontrôlée de la population mondiale. C'est plus complexe que ça. Dans beaucoup de pays du Nord et de pays développés, aujourd'hui, la population est en baisse, et même en Chine. Je ne sais pas si vous avez vu la levée de la politique d'enfant unique qui maintenant a fait l'objet d'une nouvelle levée sur le fait que les familles peuvent avoir 3 enfants, s'accompagne d'une diminution de la population aujourd'hui. Et tous les pays du Nord sont concernés. La transition démographique dans les pays du Sud, il faut savoir qu'elle se fait en une génération. C'est ce que montrent maintenant les démographes, grâce à la scolarisation des filles. Et pour tout dire, ce n'est pas la population des pays de la zone sahélienne, où là, il y a encore un taux de renouvellement des générations, enfin, un taux de fécondité très élevé, qui a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est 10% de la population mondiale qui produit, les 10% les plus riches, 50% des émissions de gaz à effet de serre, et plus exactement 52%, c'est le chiffre actualisé de l'an dernier. Donc, il faut savoir où est la cause du problème. Et très clairement, la cause du problème, elle est dans nos pays. Alors, vous dites, est-ce qu'on est prêt à se départir du confort? La question est quel confort? C'est pas un confort d'avoir une augmentation des maladies pulmonaires chez les nouveau-nés. C'est pas un confort. C'est pas un confort de risquer des canicules qui dureront 3 mois l'été. Et j'allais dire que même la climatisation ne permettra pas de pallier à ces désagréments. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Et je crois qu'une grande partie des gens le comprennent. C'est d'ailleurs un peu la leçon de la Convention citoyenne pour le climat. Je rappelle qu'au départ de la Convention citoyenne, le choix est d'avoir un panel qui représente toutes les sensibilités politiques, géographiques, d'âge, d'origine socio-professionnelle de la France, et de les faire travailler sur ce sujet. Et quand vous mettez 150 personnes qui viennent de tout le secteur, y compris des gens plus ou moins climato-sceptiques, eh ben, une fois qu'elles ont écouté des scientifiques, elles finissent par faire des propositions qui sont des propositions qui apparaissent comme très radicales, mais qui sont simplement à la hauteur des enjeux. Donc, je crois que cette maturité, finalement, elle est en train d'arriver. Simplement, pour faire le lien avec votre question de tout à l'heure, c'est les dirigeants politiques qui ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qui empêchait ce gouvernement démocratiquement nommé et sur la base d'un parlement démocratiquement élu de mettre en œuvre ces dispositions, les dispositions de la Convention citoyenne? Rien, si ce n'est leur absence de volonté. Donc, ce n'est pas un problème de démocratie, ce n'est pas un problème de modalité d'élection, c'est un problème de courage politique. C'est un problème de lucidité et de courage politique, ni plus ni moins. Il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est quand même très important et totalement corrélé à la cause climatique, c'est les flux migratoires. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 1,5 milliard d'habitants vont migrer du sud vers le nord en raison précisément du réchauffement climatique, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays asiatiques. On sait qu'on va avoir des flux migratoires absolument considérables. Je ne sais pas si on peut les chiffrer, d'ailleurs, les chiffres qui circulent ne sont peut-être pas du tout exacts. En tout cas, c'est à minima dans des proportions absolument spectaculaires. Et on parle très peu, finalement, de la capacité des pays du Nord à pouvoir accueillir, à pouvoir intégrer dans leurs économies, ces flux migratoires. Comment est-ce que vous approchez le sujet chez Oxfam ou à titre personnel? Comment est-ce que vous voyez cet enjeu, cette vague colossale qui risque de se produire finalement sur, on va dire, du court moyen terme? Ça peut ne pas être long du tout. Alors d'abord, quand on parle de vague colossale, ce n'est pas une vague des pays du Sud vers les pays du Nord, c'est en général des migrations intra-régionales, mais effectivement qui sont massives et qui, pour maintenant plus de 60% d'entre elles, sont causées par des raisons climatiques et pour les 40% par des raisons de conflit. Donc on est passé depuis plus de 5 ans d'une majorité de déplacements qui sont liés à la crise climatique. Et donc il faut bien comprendre que ces déplacements de population sont, j'allais dire,
inévitable. La terre française la plus menacée par le dérèglement climatique, c'est l'île de Sein. Quand l'île de Sein sera submergée, parce que c'est ça qui risque d'arriver, ben, vous ne pourrez pas dire aux gens, non, non, vous restez chez vous. En fait, les habitants de l'île de Sein, alors ils sont peu nombreux, ben, ils seront obligés d'aller ailleurs. Et c'est exactement ce qui arrive avec la salinisation des sols dans une partie de l'Asie du Sud-Est qui les rend incultivables et donc qui rend les zones totalement invivables, avec la sécheresse de plus en plus importante d'une partie de la zone sahélienne, avec des situations de submersion marine de plus en plus nombreuses dans une partie du territoire. Ça vaut pour l'Asie du Sud-Est, mais ça vaut aussi pour une partie des États-Unis. Il y a les premiers réfugiés climatiques américains qui sont issus d'une île qui se trouve dans la Louisiane et qui aujourd'hui est de fait submergée par la mer. Donc, cette réalité-là, de toute façon, elle va s'imposer. Donc, soit on essaye déjà de limiter les impacts. Si on dépasse les 2 degrés, ce qui est le schéma sur lequel nous sommes, on va vers des horizons où on ne sait pas. Ça veut dire un risque de méga-feu. Et le risque de méga-feu, il peut exister en France. Ça veut dire qu'en 2030, 2040, il peut y avoir un méga-feu qui ravage un quart de la superficie du territoire français. Est-ce qu'on a bien conscience de ce que ça signifie? Je ne crois pas, en fait. Mais je pense que si on arrive à rendre tout le monde conscient de cette réalité, la transformation du modèle, elle va aller de soi, parce que personne ne veut aller vers ce scénario-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, le lien avec les pays du Sud est essentiel. Et la manière dont nous nous impliquons dans toutes les politiques d'adaptation, c'est-à-dire de dire, bah voilà, il y a une partie des conséquences du dérèglement climatique qui sont en cours. Donc, il faut travailler sur l'adaptation d'autres types de cultures, une autre façon de penser l'élevage, etc. Donc, je lis votre question sur le lien que nous pourrions faire entre un développement de résilience face au changement climatique et l'adaptation au capitalisme responsable. Effectivement, en fait, les deux vont de pair. C'est comment on se dit que le système dans lequel nous vivons n'est plus adapté, enfin plus exactement, nous emmène dans un scénario catastrophe et comment on intervient très vite pour le réguler. De deux manières. La première, c'est de limiter l'ampleur de la catastrophe. Et la deuxième, c'est quand même de s'adapter à la catastrophe. Je le dis, on est dans la situation aujourd'hui où on est face à un mur et on appuie tout droit sur l'accélérateur. Là, ce que, y compris des écologistes et des ONG comme nous proposent, c'est que la seule chose que nous pouvons faire, c'est appuyer sur le frein très fort et tourner le volant pour prendre le mur de biais. Mais personne ne dit qu'on va pouvoir éviter le mur. On peut le prendre de biais, et on sait très bien que de biais et avec un airbag sur le côté, en fait, les dégâts peuvent être à peu près limités. Mais on ne va pas éviter cette catastrophe, vous l'avez dit, notamment du fait des migrations qui vont être des migrations contraintes, des migrations vitales, et où on pourra dresser tous les murs et les barbelés de la terre, ça ne suffira jamais. Donc, c'est conscient de tous ces événements-là qu'on se dit qu'on peut faire les choses différemment, qu'on doit même. On doit faire les choses différemment et encore une fois, moi, je reviens sur la société civile parce que la société civile a un rôle immense à jouer. Dans quelle mesure est-ce que vous considérez qu'elle doit devenir un partenaire ou doit être, ou encore plus, être un partenaire majeur des politiques et des entreprises et de notre modèle de capitalisme? Parce que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Finalement, les grandes entreprises se développent parce qu'elles ont des consommateurs. Et les pouvoirs publics, finalement, prennent leur pouvoir aussi parce qu'ils ont des électeurs. Enfin, je veux dire, donc, comment est-ce que Oxfam met en œuvre ou met de l'énergie pour mobiliser l'opinion publique sur l'ensemble de ces enjeux et sur, encore une fois, leur pouvoir d'inflexion, de trajectoire sur, je dirais, ceux qui sont plus aux commandes de grandes organisations? Alors, vous avez raison. Je pense qu'un des éléments d'évolution des ONG, c'est qu'on était principalement des interlocuteurs des pouvoirs publics, où les uns disaient il vaut mieux faire comme ça, et nous, on disait il vaut mieux faire comme ça. On a changé dans notre rapport à ce travail-là. Les entreprises sont de plus en plus des interlocuteurs. Donc, vous le dites, on peut être parfois sévère, mais je maintiens que nous ne sommes pas sévères. On est, de notre point de vue, et on peut le justifier à la hauteur des enjeux et de la gravité des enjeux, mais on pense que comme leur rôle est déterminant, on peut travailler avec elles pour que ces enjeux soient pris en compte par les entreprises. Et on a eu, même si ce n'est pas toujours simple, mais l'avancée très significative qu'a fait une banque comme le Crédit Mutuel est une avancée que nous avons saluée, par exemple, en disant, bah voilà, prendre des engagements sur la réduction de son empreinte carbone de façon globale,
avec des délais et de façon vérifiable, c'est une bonne chose. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, on est tout à fait capable aussi de donner des bons points, ce n'est pas notre rôle, mais de dire les choses. Ensuite, il y a toute une partie de notre travail qui est un travail d'éclairage et de simplification des enjeux pour que tous les citoyens soient bien conscients. Quand on travaille sur la réalité entre le discours que peuvent avoir, par exemple, les structures financières publiques que sont la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement et d'autres, et la réalité de leurs engagements, c'est bien justement dans un cadre démocratique pour dire, regardez ce que font ceux qui agissent au nom et en votre nom, puisque ce sont des outils publics. Et nous essayons évidemment d'avoir un travail avec les dirigeants politiques. C'est le travail que nous avons eu avec le président Macron sur la question de la levée des brevets, qui a été couronné de succès. J'espère qu'on ira encore un pas plus loin, puisque les Néerlandais ont annoncé hier qu'ils soutiendraient aussi cette demande. Donc, on mène ce travail tous azimuts, mais on n'a aucune difficulté pour travailler avec les entreprises dans la mesure où on sait à quel point elles sont décisives. Et parfois, on sait bien aussi que certaines tiennent des positions dans le discours, mais ne mettent pas dans les actes. Et qu'il nous semble essentiel, nous, que ce ne soit pas seulement dans le discours, et on ne saluera jamais des engagements dans le discours, mais que ce soit dans les actes. Et pour se garder cette liberté de jugement, nous n'avons aucun partenariat rémunéré avec les entreprises. Notre parole est libre et c'est aussi ça qui la rend, j'allais dire, utile et crédible. C'est qu'on ait des partenaires et d'échanges et de discussions. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, les plus francs et les plus constructifs possibles, parce qu'on est convaincu que personne ne se sauvera de cette catastrophe, pas même ceux qui l'ont annoncé et ceux qui essayent de se battre pour l'éviter. Absolument, on est tous dans la même barque. Stéphane, tu veux… Là, on atteint presque la limite de notre talk. Il y a une question qui était dans les profondeurs du chat et qui m'avait semblé intéressante. On a en France l'habitude de comparer le modèle français et le modèle allemand, et on connaît le fameux modèle de cogestion allemand. Il y a donc beaucoup plus de salariés dans les organes de gouvernance dans les entreprises allemandes. Est-ce que, dans votre expérience, Cécile, vous avez l'impression que ça a un impact positif sur la responsabilité climatique dans les entreprises allemandes? Alors là, je ne veux pas plaisanter au sujet du scandale du diesel, hein, mais en général, est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact? Alors, celle-là, de manière très nette, sur la cohésion sociale du pays et des entreprises. Alors, ça, en Allemagne, l'analyse est plus nuancée parce qu'effectivement, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce modèle des grandes entreprises et du salariat classique sont beaucoup plus en marge et peuvent être exposés à beaucoup plus de pauvreté. Mais en revanche, c'est vrai que sur la transformation du système industriel, c'est plus compliqué. Mais j'allais dire que pour tout le secteur, pour un certain nombre de secteurs très identifiés, ceux qui sont profondément liés à la consommation de produits fossiles, que ce soit le secteur énergétique, le secteur automobile tel qu'il existe aujourd'hui, il y a un sujet vraiment très profond qu'il faut dépasser. Et donc, je crois que là, il faut que le chapeau de l'obligation impersonnelle soit fort. Et qu'en revanche, là, c'est là que interviendra la force du dialogue avec les salariés pour engager cette transformation de façon la plus organisée possible. Peut-être, Stéphane, qu'est-ce que tu tires parce qu'on a balayé un très, très grand nombre de sujets. D'ailleurs, on vous en remercie très sincèrement pour, je dirais, la sincérité de vos propos. On sent un engagement très, très personnel. Et finalement, vous voyez, ça peut paraître surprenant, mais il y a plein de points sur lesquels on se rencontre et sur lesquels on dresse le même constat. Donc, c'est tout à fait intéressant de conduire ensemble cet exercice d'échange. Stéphane, en quelques mots, qu'est-ce que tu tirerais, toi, des messages? Moi, j'ai retenu un certain nombre de choses dans la mesure de mes capacités, parce que c'était très dense, et en même temps, Cécile a couvert des domaines très, comment dire, éthérés, et en même temps des domaines très, très pratiques. Donc, la moisson est extrêmement satisfaisante. Par exemple, quelque chose de très pratique, si les actionnaires se contentent de prendre 30% des dividendes qu'on leur verse, avec les 70% restants, on finance la transition énergétique, éventuellement même leur changement d'activité. Voilà, ça c'est un chiffre à retenir, hein, c'est quand même assez clair. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'il faut arrêter de prétendre que la France
est le pays le plus régulé en matière climatique parce que ça n'est pas vrai. Et la preuve, c'est qu'un grand nombre de financements publics ne sont pas du tout conditionnés à des activités en faveur du climat. Et en France, effectivement, on a tendance à se dire, oui, on est vraiment très pur sur ce sujet-là. Cécile nous dit non. La troisième chose que j'ai retenue dans cette catégorie, c'est que la pandémie a quand même changé les choses dans la mesure où elle a fait prendre conscience aux gens que face à un danger mortel et qui n'a pas de frontières et qui frappe absolument tous les pays, eh bien, le système international, chaque pays avec ses différences, a réagi de manière ultra rapide et ultra efficace, ce qui, d'une certaine manière, invalide ma question de tout à l'heure sur est-ce que les systèmes dictatoriaux sont plus efficaces. Ben non, les systèmes démocratiques ont été également très efficaces. Les avions cloués seuls en 24 heures, les trains qui ne bougent plus, les gens qui sont mis au chômage partiel en une semaine, des millions de gens. Donc, et on a mobilisé des centaines et des centaines et des centaines. En fait, on a mobilisé, je crois, 50 000 milliards de dollars, les plans de relance aujourd'hui. Ce que je retiens actuellement, c'est que en revanche, le très mauvais exemple pour le capitalisme, c'est la gestion du vaccin. Parce que Cécile nous rappelle qu'au rythme actuel, il faudra 60 ans pour vacciner tous les gens qui ne le sont pas encore. Et évidemment, au cours des 60 ans, d'autres virus feront leur apparition. C'est évidemment ce qu'elle voulait dire. Et que donc tout ça n'aura servi à rien si on ne libère pas les brevets du vaccin. Voilà. Et puis, un dernière chose pour ne pas être trop long, un chiffre qu'il faut garder en tête, 10% de la population mondiale, plutôt les plus aisés, produisent 52% des gaz à effet de serre. Ça ne bouge pas, c'est vrai, et c'est absolument inévitable. Donc c'est nous, ça. C'est pas les autres, c'est pas le Bangladesh, c'est pas l'Afrique. Et voilà. Et puis, bon, moi, j'ai noté tout ça. Et puis, si, et à la fin, la question n'est pas une question de système politique, c'est une question de courage politique. Voilà. Mais je ne vais pas paraphraser Cécile. Enfin, en tout cas, bravo. Hein, un bon résumé. Absolument passionnant. Alors, un commentaire, c'est qu'il y a plus urgent que les vaccins, c'est l'eau. Il y a beaucoup d'urgence, effectivement, en ce moment, et c'est probablement ce qui caractérise la période actuelle. Juste pour terminer, donc on voulait, comme chaque fois, attirer votre attention sur un livre. Nous, on a retenu La dernière chance du capitalisme de Patrick Artus et de Marie-Paul Virard, qui est tout à fait intéressant, très alarmiste, évidemment, qui n'est pas négatif, c'est-à-dire qui dresse, comme on l'a fait, l'urgence d'un très grand nombre de sujets, comme on l'a évoqué, mais qui également interpelle sur la façon de réagir à ces urgences et la façon avec laquelle on peut, comme vous le disiez, non pas prendre le mur, mais prendre peut-être différemment, pas de face, peut-être avec un airbag, peut-être de côté, en tout cas limiter la casse. Et c'est un livre qu'on a trouvé très intéressant et qu'on voulait, pour conclure cette session, partager avec vous. Donc, il ne nous reste plus qu'il est 31. À vous remercier toutes et tous pour votre attention. On vous donne rendez-vous à la rentrée. Cécile, on vous remercie tout particulièrement. Merci à vous. Et on vous souhaite d'excellentes vacances, un excellent été avant de vous retrouver. On vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.